Bienvenue sur le Grand 3 et félicitations d'avoir survécu au Grand 1 et au Grand 2. On va donc maintenant voir l'actualité du rôle de l'État. On va voir comment repenser un État devenu modeste mais omniprésent. C'est l'expression de Stiglitz. Le Grand 3 porte donc sur l'actualité de l'État avec des enjeux comme l'austérité, comme la compétitivité ou encore l'innovation. Voyons tout cela. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'en fait, mettre l'actualité dans un Grand 3, ça marche quand même assez souvent. Tu peux faire un plan oui, non, actualité du problème, par exemple. Ou un plan chronologique avec actualité à la fin. L'actualité, toujours pratique pour le Grand 3. Je sais que je me répète un petit peu, mais il y a des méthodes comme ça qui marchent quand même tellement bien, c'est quand même con de passer à côté. Le Grand A, intitulé Les gouvernements à la croisée des chemins, on va avoir un premier débat entre l'austérité et la relance, puis on va avoir un deuxième débat sur les enjeux de souveraineté. Le deuxième débat est intéressant parce qu'on parle toujours de l'État, de l'État, de l'État, mais finalement, est-ce que l'État peut encore faire beaucoup de choses? Euh, C'était la phrase de Jospin d'ailleurs, l'État ne peut pas tout faire. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est l'OMC, c'est le FMI, c'est l'Union Européenne, c'est la Banque mondiale, c'est la Commission Européenne. Et finalement, ces institutions, ces organisations internationales ou supranationales, semblent avoir de plus en plus de pouvoir au détriment des États. C'est ce qu'on va voir. Attaquons la première idée. Notre premier débat est évidemment celui entre l'austérité et la relance. Je t'invite à aller checker le cours sur la croissance dans le Grand 3, où j'explique le fonctionnement de la relance coordonnée en Europe et comment on en est arrivé là. Là, ici, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que face à la crise de 2008-2009, les États européens ont opté pour une relance coordonnée keynésienne. Autrement dit, l'ensemble des États ont consenti à mettre en place un plan de relance budgétaire. Simultanément, la Banque centrale, la BCE, a abaissé ses taux d'intérêt directeurs pour faire une relance monétaire. La Bank of England, pour la Grande-Bretagne, a aussi abaissé ses taux d'intérêt directeurs. Et la Fed aux États-Unis l'a aussi fait d'ailleurs. La relance coordonnée, si on fait l'addition des plans de relance budgétaires nationaux en Europe, on arrive à 210 milliards d'euros par exemple. Je ne détaille pas la raison pourquoi c'est coordonné et pas isolé. C'est un truc que j'ai mis dans le cours sur l'Europe. Venons-en maintenant vraiment à l'austérité, c'est ce qui nous intéresse nous. L'austérité est donc une politique d'inspiration libérale destinée à réduire les déficits et les dettes publiques afin d'assainir la situation. L'idée qu'on a chez les libéraux, c'est qu'il faut créer un cadre favorable et un cadre stable aux échanges et au commerce et à la production et à la consommation, etc. Il faut donc que l'État crée un cadre qui est stable. Avoir une dette publique qui est menaçante n'est pas un cadre qui est stable. Donc on veut revenir à une dette sous contrôle pour favoriser la croissance, favoriser les échanges, favoriser le commerce. Quelques chiffres sur la dette. En 2007, la dette française était de 65%. Elle est passée à 83 après la crise et à quasiment 100% aujourd'hui. La France ne mène pas aujourd'hui, en 2016, de politique d'austérité. Donc certains hommes politiques ou syndicats expliquent qu'en France on mène des politiques d'austérité, c'est faux. Il n'y a pas d'austérité en France. Certes, il y a des coupes budgétaires, par exemple dans la santé, par exemple pendant très longtemps dans l'armée, même si maintenant ça revient un petit peu à la hausse, mais il n'y a pas d'austérité à proprement parler. En revanche, la Grèce, elle, est confrontée à de l'austérité, avec des mesures drastiques qui ont été décidées en 2011, 2012, puis 2015, afin de restaurer, ou tenter de restaurer à moyen terme, ou à long terme d'ailleurs, un équilibre budgétaire et amener une dette sous contrôle. L'austérité reçoit le soutien d'économistes comme Pascal Salin, S-A-L-I-N, mais c'est aussi appuyé sur le modèle de Reinhard Erogoff, Growth in a Time of Debt, de 2010. C'est un modèle qui a analysé des données entre 1946 et 2009 pour montrer que si la dette publique dépasse les 90% du PIB, alors cela conduit à un ralentissement de la croissance. On espère qu'en réduisant la dette, on va recréer les conditions d'une croissance plus soutenue qui compenserait le recul de l'activité causé par la hausse de la fiscalité et la baisse des dépenses publiques. Évidemment, si la hausse des dépenses publiques a un effet multiplicateur, la baisse des dépenses publiques a aussi un multiplicateur, une forme de multiplicateur négatif, ou de multiplicateur inversé. L'austérité s'inscrit dans le paradigme libéral, ou néolibéral, si on veut être péjoratif, donc néolibéral avec des guillemets, hérité des ères Thatcher et Reagan. Les politiques d'austérité ont aussi été encouragées par les plans d'ajustement structurel, les PAS, dont on a parlé dans le Grand 2. Le pays en Europe qui soutient le plus les plans d'austérité est l'Allemagne, avec son ministre des Finances, Wolfgang Schäuble. L'Allemagne, en fait le raisonnement suivant. Les Allemands se sont serrés la ceinture. Avec les réformes Schröder, au début des années 2000, ils ont drastiquement réformé le marché du travail. Ils ont drastiquement réformé le fonctionnement de l'État et les dépenses publiques pour développer la compétitivité et revenir quasiment vers le plein emploi. Je te rappelle que l'Allemagne, quand Merkel arrive au pouvoir il y a environ un peu plus de 10 ans, il y avait environ 10% de chômage. Aujourd'hui, l'Allemagne, c'est à peine 4,7% de chômage.
Les Allemands comprennent pas trop pourquoi les Espagnols d'ailleurs ou les Grecs ne font pas la même chose, pourquoi eux ne serrent pas la ceinture. Les Allemands comprennent pas pourquoi l'argent du contribuable allemand doit contribuer à renflouer les caisses de la Grèce. C'est un raisonnement qu'on peut comprendre. Ils se sont serrés la ceinture, il ne voit pas pourquoi ils paieraient pour les autres. Autre problème de l'austérité, c'est que si on dit ok, on fait pas d'austérité, on laisse la Grèce ne pas rembourser. Mais la Grèce, elle va pas rembourser l'argent que la France et l'Allemagne lui ont prêté. La France et l'Allemagne ont prêté des dizaines de milliards d'euros à la Grèce. Si la Grèce ne rembourse pas cet argent, c'est le contribuable français qui veut payer addition. Donc si toi t'es en mode non mais c'est dégueulasse l'austérité, il faut laisser les Grecs se débarrasser de leurs dettes, bah je te demande si toi t'es prêt à payer ça, parce que c'est ce que tu vas payer avec tes impôts en fait. Alors évidemment, c'est un parti pris qui est un peu dur, mais c'est la réalité. Et de ce point de vue-là, en fait, on comprend la position allemande, on comprend la position du contribuable allemand ou français qui veut qu'on maintienne l'austérité en Grèce, parce qu'on veut que la Grèce se réforme et qu'à terme la Grèce paye, rembourse ses dettes, en tout vis de nous. Notons quand même que l'austérité a de moins en moins de support depuis en gros 2014-2015, puisqu'on a vu que ça fonctionnait pas très bien. C'est la critique d'austérité qui est mon idée suivante. La critique d'austérité, elle est portée par les keynésiens. Pour les keynésiens, ce qu'il faut faire, c'est accroître le déficit, accroître la dette, pour faire une relance, la relance qui est un pari, et en relançant la croissance, avec la hausse de la croissance, on va assister à une hausse des prélèvements obligatoires qui va compenser, je dirais, la dette, etc., pour la rembourser. L'idée des keynésiens, c'est que le meilleur moyen de rembourser sa dette, c'est de faire de la croissance. Si tu veux les prélèvements obligatoires, soit tu peux augmenter le taux, soit tu peux augmenter le volume absolu en fait. C'est que si tu augmentes la croissance, tu augmentes mécaniquement le volume de taxes collectées sans augmenter le taux de prélèvement obligatoire. Tu vois, par exemple, il y a 20% de TVA sur la consommation. Si tu consommes plus, parce qu'il y a plus de croissance, l'État va gagner davantage d'argent, mais sans avoir à augmenter le taux de TVA. On ne va pas augmenter la TVA de 20 à 25%, on va juste augmenter la consommation grâce à la croissance, ce qui va mécaniquement augmenter les rentrées fiscales et donc les capacités financières de l'État. C'est la vision libérale qui est incarnée entre autres par Paul Krugman ou Joseph Stiglitz, deux prix Nobel d'économie, deux économistes qu'on peut aussi qualifier de néo-keynésiens. Je vais rajouter une citation que j'aime beaucoup de Mathieu Pigasse dans L'éloge de la normalité, publié en 2014. Il montre que l'austérité risque de mener à une, ouvrez les guillemets, société cassée, sans espoir, épuisée par les cures d'austérité budgétaire, cette nouvelle barbarie à visage humain qui peut tout saccager. C'est l'expression de Mathieu Pigasse dans L'éloge de la normalité. Attention, je l'ai déjà précisé mais je le redis, Mathieu Pigasse, c'est pas un économiste, c'est pas un historien, c'est pas un homme politique, c'est un homme d'affaires, c'est un banquier. Donc précise-le quand tu le cites, pour montrer que tu n'as pas de confusion, mais tu peux tout à fait le citer. Quelques chiffres pour illustrer le désastre qui a représenté l'austérité en Grèce. Entre 2011 et 2014, les salaires ont baissé de 35 à 40%. Les retraites et les allocations chômage ont baissé de 25%. 50% des jeunes sont en chômage. L'investissement des entreprises a baissé de 60%. Le nombre de sans-abri a augmenté de 25%. Et le nombre de suicides a augmenté de 100% entre 2010 et 2014. N'apprends pas tous ces chiffres, ne les mets pas tous, choisis-en deux ou trois pour illustrer ça. Comme souvent, en fait, c'est la logique du kit de survie, tu prévois deux trois chiffres que tu mets à chaque fois, au lieu d'en apprendre 15 et les oublier tous. Autre chiffre super important, entre 2010 et 2015, la dette publique grecque est passée de 133% à 180% du PIB et le PIB a reculé de 25%. Ça témoigne d'une totale inefficacité des plans d'austérité en Grèce. Ce qui peut expliquer que ces réformes n'ont pas été efficaces, c'est aussi que la Grèce n'est pas forcément équipée pour les mettre en œuvre. On peut augmenter la fiscalité, mais s'il n'y a pas de fonctionnaires formés pour collecter la fiscalité et lutter contre la corruption, ça va rien donner. C'est un peu la tragédie de la Grèce, quoi. C'est qu'on va augmenter le taux de prélèvement obligatoire sans se demander s'ils ont des fonctionnaires pour aller collecter cette taxe, quoi. Et finalement, dans beaucoup de cas, il n'y a pas suffisamment de personnel pour aller chercher cet impôt, le collecter, le compter et s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude. C'est le débat sur l'austérité. Il y a des éléments sur l'austérité dans le cours sur l'Europe, comme je t'ai dit, il y a d'autres éléments ici. Fais un peu la jonction entre les deux si tu veux te faire un petit topo sur l'austérité. Je t'invite aussi à faire quelques recherches personnelles sur l'austérité, c'est un sujet qui reste super chaud. Avant d'aller à la prochaine idée, je voudrais te proposer un petit plan de colle sur l'austérité. Si tu as un sujet de colle sur l'austérité, tu peux faire un plan en trois parties. Grand 1, expliquer pourquoi l'austérité a été rendue nécessaire par les circonstances. Dette publique, crise de dette publique, déficit budgétaire, etc. Dans un grand 2, évidemment, tu critiques l'austérité d'un point de vue keynésien. En critiquant l'austérité, tu peux défendre le point de vue inverse. Tu dis que non seulement il ne faut pas faire de l'austérité, mais en plus, il faut faire de la relance et du déficit spending, autrement dit, accroître
le déficit. Et dans le grand 3, c'est de voir les réformes sur lesquelles tout le monde peut s'accorder. Bah, on peut s'accorder sur le fait qu'il faut réformer l'appareil d'État pour éviter les gaspillages. C'est la fameuse phrase de X, H-I-C-K-S que j'ai mis dans l'Europe, une dépense n'en vaut pas une autre, un investissement ne vaut pas un autre. On peut s'accorder sur le fait qu'un pays comme la France, qui ne fait pas d'austérité aujourd'hui, a besoin d'une réforme de sa fiscalité. C'est ce que montrent Piketty, 16 et Landais en 2011 dans un livre qui s'appelle Pour une révolution fiscale. Eux montrent que la fiscalité française, elle est simultanément socialement injuste et économiquement inefficace. Économiquement inefficace parce qu'elle va désinciter les individus qui, pour beaucoup, vont choisir de créer leur entreprise à l'étranger ou de s'en aller en fait avec leur argent en Suisse, assez schématiquement. Genève, c'est rempli de Français. Elle est socialement injuste parce qu'elle pèse sur les classes moyennes. Les ménages très modestes ne paient quasiment rien, mais c'est tout à fait compréhensible. Les ménages très aisés, via l'optimisation fiscale, via les niches fiscales, vont réussir à réduire leur taux d'imposition. Par contre, les classes moyennes, elles sont taxées plein pot. Les classes moyennes, elles n'ont pas assez d'argent pour embaucher un avocat fiscaliste pour faire de l'optimisation fiscale. Pareil pour une entreprise. Un grand groupe du CAC 40 n'a aucune difficulté à aller créer une succursale à Hong Kong ou en Irlande pour réduire son taux d'imposition. Je te rappelle que le taux d'imposition en Irlande pour les sociétés est de 12,5% contre 33% en France en moyenne. La PME du coin, la boulangerie du coin, elle ne peut pas faire ça. Si tu veux un autre chiffre, Airbnb en 2015 a payé en IS moins de 70 000 euros d'impôts. En gros, ils ont payé moins qu'une boulangerie pour faire simple. Alors qu'ils ont réalisé un chiffre d'affaires significatif sur le territoire français. Parce qu'en fait, la France, c'est un des premiers marchés pour Airbnb. On pourrait s'interroger sur des réformes des niches fiscales en France. Une niche fiscale, en fait, c'est une forme d'exception fiscale pour un métier particulier ou un bien particulier. Tu vois, par exemple, en France, on va massivement taxer l'alcool, mais un peu moins le vin rouge qui vient de Bordeaux, et un peu moins le rhum qui vient des Antilles, par exemple. C'est une niche fiscale. Des niches fiscales, il y en a pour tout. D'après Piketty, en France, il y a plus de 500 niches fiscales qui coûtent 50 milliards d'euros à l'État tous les ans. Et d'après la Cour des comptes, c'est un rapport de la Cour des comptes de 2015, il y a entre 20 et 30% de ces niches fiscales qui n'ont aucune utilité économique ou sociale. Tu vois, par exemple, l'audiovisuel, les spectacles sont moins taxés en Poitou-Charentes. Pourquoi? Parce qu'en Poitou-Charentes, ben, il y a le Futuroscope ou un truc comme ça, quoi. Et que ça a arrangé Ségolène Royal, qui était la présidente de région pendant un bon bout de temps. Voilà, bienvenue en France. C'est un truc super drôle. L'art, il y a ce qu'on appelle l'exception culturelle. Autrement dit, si t'es très riche, t'as une maison, tu paies l'ISF. T'as des biens, peu importe, tu paies l'ISF. T'as du cash en banque, tu paies l'ISF. Par contre, si t'as 10 millions d'euros en œuvres d'art, non, ça va, pas d'ISF pour toi. Non, c'est bon, tout va bien. C'est marrant, hein. Et si tu veux regarder un petit peu plus près, pour voir dans quel monde magnifique on vit, tu te demandes, mais qui a mis en place l'ISF? Ah, Fabius. C'est Fabius qui a mis en place l'ISF. Et c'est donc sous Fabius qu'on a décidé que l'ISF n'allait pas concerner l'art. Et si tu veux rigoler, tu fais une petite recherche Google et tu te demandes dans quel domaine d'activité la famille Fabius a fait fortune. Je te donne un indice, c'est l'art. Intéressant, la vision de l'intérêt général au sein des gouvernements. Bon, c'est une petite digression, tu gardes ça pour toi, tu le dis pas, mais l'idée de niche fiscale est très intéressante, c'est qu'il y a plein de niches fiscales, je t'ai dit 500 niches fiscales, qui coûtent 50 milliards d'euros par an à l'État. Donc voilà, ça c'était un petit peu une petite digression sur le sujet de colle. Grand 1, austérité, on explique pourquoi c'est nécessaire. Grand 2, on critique l'austérité. Grand 3, on regarde les réformes sur lesquelles on peut s'accorder. Réforme des dépenses, pragmatique. Réforme de la fiscalité, pragmatisme également. Passons au point suivant. Le transfert de souveraineté. La politique de concurrence de la France, elle se fait à l'échelle européenne. C'est la Commission européenne qui fait ça. La politique commerciale de la France, elle est négociée à l'OMC, entre autres par l'Union européenne. Tu vois, le traité de libre-échange qui est négocié en ce moment entre les États-Unis et l'Europe, il est négocié par l'Union européenne, pas par la France. Les réglementations financières, le cadre de réglementation prudentielle, est défini internationalement. La politique agricole française, c'est la PAC, c'est l'Europe. La politique monétaire française, c'est la BCE. La BCE qui, comme on l'a vu, a une politique de règles, d'après la définition de Kydland et Prescott dans leur article de 1977. La BCE est indépendante du pouvoir politique, autrement dit, la France, le gouvernement français, démocratiquement élu, n'a pas d'influence sur la BCE. C'est quelque chose qu'avait pointé du doigt Jean-Paul Fitoussi, qui disait que la BCE souffrait d'un déficit de démocratie. Pourquoi? Parce que la BCE met en place une politique qui s'impose à tout le monde et qui n'a aucun fondement démocratique, puisque personne à la BCE n'est élu par le peuple.
Ce qui est intéressant pour nous, c'est que la plupart de ces institutions ou organisations internationales, OMC, BCE, FMI, tout ce qu'on veut. Alors le FMI n'a pas beaucoup d'impact sur la France, par contre le FMI et la Banque mondiale a beaucoup d'influence et d'impact sur les petits pays en développement pour lesquels ils peuvent imposer leurs conditions et imposer des types de développement, imposer l'ouverture économique par exemple. Donc OMC, FMI, BCE, etc. Ils ont quasiment tous en commun de prôner la déréglementation des marchés, de prôner le libre-échange, d'ériger la concurrence comme objectif et comme modèle de société. C'est aussi des institutions qui, pour la plupart, quand il s'agit de réformer la finance, il n'y a personne. Lutter sérieusement contre la pollution, il n'y a personne. Lutter sérieusement contre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale, il n'y a personne, etc. C'est un peu ce que pointe du doigt Stiglitz, entre autres, dans La Grande Désillusion, puis dans Stagnation by Design en 2015, c'est que c'est sympa, toutes ces organisations internationales, sympa ce libéralisme, qui est piloté d'en haut, mais quand il s'agit de régler des problèmes comme l'écologie, la justice sociale, les inégalités, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui aurait pu être fait? En ce qui concerne les inégalités, Piketty, dans Le Capital au XXIe siècle, publié en 2013, nous suggère de mettre en place une taxe internationale sur les grands patrimoines, qui concernerait tous les pays. On pourrait aussi s'interroger sur une lutte un peu plus sérieuse contre les paradis fiscaux. De temps en temps, il y a un Panama Paper, on s'excite, on fait les vierges effarouchées, mais comment ça? Il y a de l'évasion fiscale, et puis 2 semaines plus tard, on continue. D'un point de vue social, l'Organisation internationale du travail, depuis des années, dénonce le travail des enfants, en particulier en Inde, bientôt même en Chine. Qu'est-ce qu'on fait concrètement contre ça? Pas grand-chose. L'écologie, on a eu le protocole de Kyoto, voté en 97, entré en vigueur en 2005. Si tu veux un petit chiffre, en 2005, lorsque le protocole de Kyoto rentre en vigueur, le monde émettait 29 milliards de tonnes de CO2. En 2013, il en émettait 37 milliards de tonnes. Autrement dit, le protocole de Kyoto, ça n'a pas servi à grand-chose. Les Allemands l'ont respecté, les Danois l'ont respecté, le reste du monde n'a pas fait grand-chose. Les sommets internationaux du type sommet de Copenhague en 2009 ou sommet de Paris avec la COP 21, le sommet de Copenhague en 2009 n'a rien donné. On n'est pas arrivé à un accord parce qu'il y avait eu des luttes et des dissensions entre les BRIC et les États-Unis, entre autres. En fait, les BRIC voyaient les mesures écologiques comme une ruse de la part des PDEM pour freiner le développement et la croissance de leurs économies. Bon, il y a eu la signature des accords de Paris avec la COP 21. On va voir ce que ça donne. Peut-être que ça va donner quelque chose. Dernier point qui aurait été intéressant aussi, à réglementer à l'échelle internationale, réglementer la finance, réguler la finance, par exemple avec une taxe Tobin. Je te rappelle qu'une taxe Tobin, T-O-B-I-N, c'est une taxe sur les flux financiers internationaux à court terme. L'idée de James Tobin, c'est qu'il faut taxer un montant, enfin un pourcentage minuscule sur les transactions financières internationales à court terme, dégager une masse financière qui serait colossale avec ça, et qui devrait permettre d'aider les PED à se développer. C'est le projet de la taxe Tobin. Donc c'est une taxe sur les flux financiers internationaux à court terme. À l'échelle internationale, on a mis en place des règles prudentielles, avec les ratios Cook en 1988, les ratios McDonough en 2004, encore le ratio BAL 3 en 2010, qui sont des ratios et des règles qui définissent le degré de risque que peut prendre une institution financière. Bon, les règles prudentielles n'ont pas empêché la survenue de crises financières, par exemple la bulle Internet qui a éclaté en 2000-2001, ou encore la bulle des subprimes qui a éclaté à partir de 2007-2008 et qui est devenue une crise économique à partir de 2008-2009. Donc on observe que on a transféré de la souveraineté à l'échelle internationale, en théorie pour régler des grands problèmes internationaux. Ces institutions ont organisé un libre-échange, organisé le libéralisme, qui est quand même favorable à la croissance à bien des égards, hein, et au développement. C'est pas purement négatif, hein, le libéralisme et tous ces éléments-là. Ou du moins, même si toi tu penses que c'est négatif, tu peux pas le dire. Par contre, ces organisations et institutions n'ont pas fait grand-chose de sérieux pour réguler la finance, la pollution, ou des trucs comme ça. Et ça, c'est intéressant pour nous, parce que en fait, je pense que le correcteur te verra pas venir avec ça. Les gens, on entend État, ils parlent d'État. Ils vont pas aller monter à la dimension du FMI ou de l'OMC pour prendre du recul sur qu'est-ce que le pouvoir en fait réel des États, à savoir pas grand-chose. Terminons avec le rôle de l'État dans l'économie de la connaissance, dans l'innovation et dans la compétitivité. Je pense que tu vas t'en rendre compte rapidement. J'adore mettre des idées sur l'innovation dans le grand 3. Ça permet de finir la dissertation sur une note très positive et encourageante. On va voir ici la politique de l'innovation et la contribution de l'État dans la compétitivité. Tout d'abord, la politique de l'innovation et le soutien qu'apporte l'État à l'innovation. Je te rappelle une définition. On peut définir l'innovation comme l'application économique et commerciale d'une invention. L'application économique et commerciale d'une invention. Le modèle de Solow, je te rappelle, avait montré que le progrès technique était exogène.
Autrement dit, que l'on ne pouvait pas expliquer l'origine du progrès technique dans le fonctionnement même de l'économie. Les théoriciens de la croissance endogène, que sont Romer, Lucas et Barrow, vont endogénéiser le progrès technique. Autrement dit, ils vont montrer que le progrès technique résulte de l'activité économique, enfin, je dis progrès technique, mais tu peux dire progrès technique, innovation, productivité ensemble, ça résulte de l'activité économique, et que l'État peut avoir un impact là-dessus. L'État peut avoir un impact là-dessus de plusieurs manières, par exemple en faisant des dépenses d'infrastructures qui vont renforcer la productivité des entreprises, ou encore en soutenant et en encourageant la recherche et développement aux entreprises, ou d'ailleurs en soutenant ou en finançant directement la recherche fondamentale, ce qu'on fait beaucoup en France avec le CNRS par exemple, en contribuant à la formation de capital humain. Capital humain, c'est un concept qu'on doit à Gary Becker dans Human Capital, 1964, je te rappelle. Alors, des exemples concrets de politique de l'innovation. Aux États-Unis, on peut citer le Bayh-Dole Act, qui est une loi de 1980, qui permet à une entreprise de déposer un brevet, même si le financement de la recherche a été réalisé avec des fonds publics. Autrement dit, le contribuable va contribuer, va payer la recherche que fait l'entreprise va déposer un brevet, et c'est l'entreprise qui va en bénéficier directement. C'est pas le contribuable. L'idée derrière cette mesure, c'est qu'on va encourager la capacité d'innovation de l'entreprise, et donc sa croissance, et donc les emplois que va créer cette entreprise, par exemple. Un exemple de subvention aux États-Unis, on pourrait citer les subventions qu'a reçues Tesla Motors de la part du gouvernement californien. Tesla Motors, je te rappelle que c'est une entreprise fondée en 2004 qui est gérée par Elon Musk et qui produit des automobiles 100% électriques. L'entreprise a massivement bénéficié de subventions de la part de l'État californien, mais aussi des subventions à la vente, notamment dans les pays scandinaves. Donc là, on voit que l'État a contribué à l'innovation. SpaceX, une entreprise qui est dans la conquête spatiale, a aussi été un petit peu subventionnée. En fait, c'est pas de la subvention directe ce qu'a reçu SpaceX. Alors SpaceX, c'est une entreprise qui fait des fusées. C'est une entreprise en fait qui est un des principaux sous-traitants de la NASA. Une entreprise qui a été fondée par Elon Musk également. En fait, c'est pas des subventions directes. Ce qu'ils ont reçu, c'est qu'ils ont reçu en fait, en gros, 10 ans de contrat, ce qui leur assure des débouchés pour leurs fusées pour les prochaines années en fait. Mais donc il y a un soutien du gouvernement à cette start-up. Aux États-Unis, on remarque assez souvent aussi une relation entre l'armée et l'innovation. C'est ce que montre Mariana Mazzucato dans un bouquin qui s'appelle The Entrepreneurial State, publié en 2013, où elle montre que les avancées techniques, les innovations de la Silicon Valley, ont été très souvent conditionnées par les grandes réussites de l'armée. Par exemple, le GPS est une technologie qui avait été développée par l'armée. Il s'agissait à l'origine d'un projet de l'armée qui avait été lancé sous Nixon dans les années 60 et qui aujourd'hui, je dirais, bénéficie à un bon nombre de startups. Tu prends par exemple Waze, W-A-Z-E. Waze sans GPS, l'app n'aurait aucun intérêt et ce GPS est une technologie militaire à la base par exemple. Donc on voit comment aux États-Unis et dans d'autres pays en fait, c'est l'armée, donc les dépenses publiques, qui vont contribuer à un effort d'innovation. Si on voulait parler un petit peu de la France, on pourrait citer le CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi, qui encourage l'effort de recherche et développement des firmes implantées sur le territoire français. On peut aussi citer en France des mesures comme la French Tech ou la BPI. La BPI, c'est la Banque publique d'investissement. À l'échelle européenne, on a vu la stratégie de Lisbonne de 2000 qui visait à faire de l'Europe, pour les guillemets, l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde. 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, le bilan est assez discutable. Les performances sont assez décevantes en Europe, et en France en particulier. Si on prend sur les 15 dernières années, les gains de productivité sont d'à peine plus 0,6 en Europe, contre plus 2,4 aux États-Unis. En termes de recherche et développement, on observe qu'en Europe, on consacre 2% du PIB à la recherche et développement, contre 2,8% aux États-Unis, 3,5% au Japon. Je te donne les chiffres. Les gains de productivité sur les 15 dernières années. En Europe, c'est plus 0,6. Aux États-Unis, c'est plus 2,4. En ce qui concerne l'effort de recherche et développement, on a 2% du PIB en Europe, contre 2,8 aux États-Unis et 3,5% au Japon. On voit ici que les politiques d'innovation ne sont pas les mêmes dans les différents pays, mais surtout n'ont pas forcément la même efficacité. En ce qui concerne les politiques de compétitivité, la compétitivité et l'innovation, c'est évidemment relié. On trouve l'impératif de compétitivité aussi bien dans les PDEM que dans les PED. Évidemment, je te rappelle que, à moins que le sujet fasse explicitement référence au PDEM, il faut mentionner les PED. Il y a toujours de très bons exemples à mentionner. Au Japon, par exemple, on pourrait citer le MITI, M-I-T-I, qui est une forme de super ministère de l'économie, de l'industrie, de la recherche et de la compétitivité. Le MITI, en gros, à partir des années 50, va organiser le copiage systématique des technologies américaines au Japon afin de créer et de renforcer les Keiretsu. Les Keiretsu sont des grands conglomérats comme Sumitomo ou Mitsubishi. Donc le MITI a été, je dirais, l'artisan de la stratégie de compétitivité du Japon, une stratégie qui a quand même très bien fonctionné, on le remarque depuis.
En Corée du Sud, on a ce phénomène très intéressant d'avoir un ministère de l'économie et de la connaissance. Alors la Corée du Sud, en fait, c'est un pays dont la chance est d'avoir rien. C'est un petit pays, il n'y a pas de matières premières, et donc ils ont intérêt à miser sur l'innovation. On remarque qu'il y a pas mal de pays dans ce cas-là, ils n'ont aucune ressource en sous-sol, c'est des petits pays, mais ils vont se focaliser sur l'innovation et sur l'économie de la connaissance pour créer de la prospérité. Si on revient à la Corée du Sud, on remarque que la Corée du Sud exporte 20% de plus que la Fédération de Russie, alors qu'ils ont un territoire 170 fois plus petit, qu'ils ont 3 fois moins d'habitants, et qu'ils ont évidemment beaucoup moins de ressources naturelles dans leur sous-sol. La Corée du Sud, c'est aussi le premier fabricant mondial d'écrans LCD de moteurs de bateau. Ce qu'ils apportent, eux, c'est de la connaissance, et leur PIB par habitant est supérieur à celui de la France, par exemple. Il y a quelques décennies, les mecs ils bouffaient du riz. Aujourd'hui, ils ont un PIB par habitant supérieur à celui de la France. L'Allemagne, exemple aussi intéressant, depuis les réformes Schröder, donc des réformes de marché du travail, des réformes qui ont aussi cherché à renforcer la profitabilité des entreprises du Mittelstand. Alors, le Mittelstand, c'est M-I-T-T-E-L-S-T-A-N-D. Le Mittelstand, en fait, ça renvoie aux grosses PME industrielles qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. En fait, le cœur industriel de l'Allemagne, le cœur de la compétitivité de l'Allemagne, c'est pas une forme d'équivalent du CAC 40, c'est aussi et surtout des grosses PME qui ont entre 500, peut-être 1000, 2000 salariés, qui vont exporter en particulier vers les BRIC et vers les MICT. MICT, c'est Mexique, Indonésie, Corée pour le cas, et Turquie. D'un point de vue politique, ironiquement, ces réformes ont surtout bénéficié au successeur de Schröder, à savoir Merkel, puisque en fait, sous Merkel, le taux de chômage était divisé par deux. Mais en fait, Merkel a vraiment bénéficié des réformes structurelles qui ont été menées par Schröder, qui ont permis de booster la compétitivité, de booster la croissance, de réduire le chômage, etc. Parlons de nouveau un petit peu de la France, on va être un petit peu pessimiste, et reprendre les idées de Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, encore une fois, c'est un auteur que je cite assez souvent. C'est un entrepreneur et médecin, donc c'est pas un économiste. Dans un bouquin qui s'appelle Google Démocratie, publié en 2011, il avait montré qu'il y a une forme d'aberration de la politique de compétitivité, de la politique industrielle française, qui en fait se soucie davantage de sauver le fleuron d'hier, à savoir la sidérurgie, que de préparer la compétitivité, l'innovation et les technologies de demain. Et Laurent Alexandre montrait que si on ne se réveillait pas rapidement, la France allait devenir une colonie numérique de la Silicon Valley. Donc colonie numérique de la Silicon Valley. Autrement dit, ça veut dire que toutes les technologies qu'on utilise, tous les langages de programmation qu'on utilise, toutes les applications qu'on utilise viennent de la Silicon Valley. Et toute la valeur ajoutée est aspirée vers la Silicon Valley. Toutes les données sont aspirées vers la Silicon Valley également. Si tu veux te convaincre de l'importance de la compétitivité pour les États, rappelle-toi que les exportations, ça représente 25% du PIB français et 40% du PIB allemand. Donc soutenir la compétitivité, ça permet de stimuler la croissance, et on sait, depuis la loi d'Okun, que la croissance favorise les créations d'emplois. Okun, c'est O-K-U-N. En fait, c'est une loi qui met en évidence quelque chose d'évident, qui est que la croissance est à l'origine de la création d'emplois, et qu'inversement, les crises sont à l'origine de destruction d'emplois ou de non-création d'emplois, tout bêtement, la loi d'Okun. Pour conclure, on a donc ici un cours qui est transversal, mais aussi un cours qui est incontournable. Petite ironie, c'est vrai que j'ai mis comme image par défaut pour ce cours cette photo, qui est la photo du Parlement hongrois à Budapest. C'est vrai qu'on peut difficilement qualifier la Hongrie de modèle de politique économique, mais bon, je trouve la photo jolie, donc je l'ai mise ici. Une anecdote marrante, si tu veux, pour la conclusion, tu peux citer la création du Liberland. Liberland, en fait, c'est un mini-territoire entre la Croatie et la Serbie. Et les lois internationales, héritées du 19e siècle, disent que si un territoire n'est revendiqué par personne, tu peux venir, planter un drapeau et dire que c'est ton pays. En fait, il y a un mec qui a fait ça, c'est qu'il y avait ce petit morceau de territoire entre la Croatie et la Serbie, que personne ne revendiquait. Il est arrivé, il a dit salut, dorénavant c'est mon pays, ça s'appelle le Liberland, et il a appliqué tous les principes libertariens et libéraux pour créer cet État. Bon, évidemment, l'État pour le moment n'a aucune reconnaissance internationale, mais on retrouve cette même idée que dans Seasteading en introduction, cette idée qu'on va créer de l'innovation dans le domaine politique, cette innovation dans les politiques économiques et dans la création des États pour espérer aller de l'avant. Pour conclure ce cours aussi, rappelle-toi les graphiques qu'on a vus ici, triangle d'Arberger, modèle ISLM, les surplus de Marshall, ou enfin le graphique de la taxe picouvienne, que des graphiques à haute valeur ajoutée, que j'aimerais beaucoup que tu mettes en citation. C'est des points très faciles à prendre. Je sais, je répète toujours la même chose, les graphiques c'est des points, va chercher ces points pour choper une bonne note, ça vaut vraiment le coup. Merci d'avoir suivi ce cours et à la prochaine.